Bonjour à tous. La chronique numéro 24 consacrée à Steve McQueen est prête. Et donc dans cette chronique, j'ai décidé de parler du film Le Chasseur, The Hunter. Donc réalisé en 1980 et d'une durée d'environ 1h35, le film est réalisé par Buzz Kulik sur un scénario de Ted Layton et Peter Iams, d'après un roman de Christopher Keane et la vie de Ralph Torson. Le film est produit par Mort Engelberg, Paramount et Rastar. Et la musique du film est composée en Europe par Charles Bernstein et aux États-Unis par Michel Legrand. Le film est sorti à Paris le 14 janvier 1981. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète Ralph Papa Torson, un chasseur de primes. Il est entouré d'Eli Wallach, qui joue le rôle de Richie Blumenthal. Catherine Harold interprète Dottie, la petite amie de Thorson. LeVar Burton interprète Tony Price. Ben Johnson, lui, joue le rôle du shérif John Strong. Richard Venture interprète le capitaine de police Spota. Tracey Walter interprète Rocco Mason. Tom Rosales interprète Tony Bernardo. Donc voilà les interprètes principaux du film. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les principaux. Donc je vais passer maintenant à la partie du scénario. Donc en 1872, la Cour suprême des États-Unis reconnut à de simples citoyens le droit de se mettre à la poursuite en vue de l'appréhender de tout individu qui, jouissant de la liberté provisoire, se serait dérobé à la justice, ainsi que le droit de forcer sa porte si nécessaire, et ceci dans n'importe quel État des États-Unis. Cette décision, pour le moins étrange, fit naître une nouvelle race d'aventuriers, les chasseurs de primes. Un siècle plus tard, Ralph Torson, surnommé Papa, ressort ce texte tombé en désuétude mais toujours valable et s'en sert comme gagne-pain. Dans une petite ville du sud-ouest, Ralph rattrape ainsi un jeune délinquant noir dénommé Tommy Price. Déjà, une autre affaire se présente à lui. Elle porte le nom de Billy Joe, un géant peu commode. Pour l'arrêter, Papa demande l'aide du shérif de Houston, John Strong. Hélas, le colosse n'est autre que le neveu du policier, et Thorson se fait menacer. Qu'à cela ne tienne, il appréhende Billy Joe grâce à son entêtement et grâce aussi à son étonnant pistolet lanceur de coups de poing. Après avoir remis les deux délinquants à la police de Los Angeles, Thorson retourne chez lui. Il y retrouve sa jeune compagne Dottie, une institutrice et enceinte de lui, ainsi qu'une bande hétéroclite de copains bruyants. Rapidement, Ralph est chargé de ramener les frères Branch du Nebraska, où ils se terrent. Cette affaire lui est une nouvelle fois proposée par Richie Blumenthal, qui prête de l'argent pour la caution des libérés provisoires. Richie lui demande dans la foulée de lui ramener Tony Bernardo de Chicago. Donc les frères Branch représentant une difficile épreuve car ils sont d'esprit un peu dérangés, ils usent et abusent des explosifs. Et Papa est la victime de leur sale manie et se retrouve également poursuivi par une dévorante moissonneuse-batteuse. Il calmera les frères turbulents non sans abîmer une splendide Camaro Trans Am de location. Quant à Tony Bernardo, il faut une poursuite effrénée sur les toits du métro, puis dans un immeuble parking pour en venir à bout. Encore que les délinquants préfèrent se suicider en se jetant dans le vide plutôt que de retourner en prison. Pendant ce temps, à Los Angeles, les drames se succèdent. Le capitaine Spota, l'un des meilleurs amis de Papa, se tue pour avoir été compromis dans une affaire de drogue. En effet, il avait conservé et revendu 2 sachets de drogue. Quant à elle, Dottie a été enlevée par Rocco Mason, un fou sanguinaire. L'homme avait été arrêté par Thorson il y a de cela plusieurs années, et il avait juré de se venger. Mason et sa prisonnière se sont réfugiés dans l'école de Dottie, et Papa arrive à la rescousse et provoque une énorme explosion pour se débarrasser du tueur psychopathe. Les choses ne sont pourtant pas terminées, puisque la peur a des effets secondaires sur Dottie, et elle est au bord de l'accouchement. Ralph se voit obligé de la conduire à la clinique, et en fait c'est inutile car l'enfant va naître dans la voiture,
et finalement papa va le prendre dans ses bras. Voilà, ce sera la dernière image de Steve McQueen dans le film. Et voilà, je vous ai dit les grandes lignes du film. C'est vrai qu'il faut le voir. C'est un film qui est assez étrange. On a du mal à le suivre parce qu'on ressent la douleur de Steve McQueen. On sait que c'est son dernier film. C'est vrai qu'il fait plein de clins d'œil à ses fans. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à voir le film en pensant à lui dans la souffrance et dans la peine, quoi. Donc je vais passer aux critiques sur le film maintenant. J'en ai pas relevé beaucoup, vous allez voir. J'ai relevé dans Télé 7 jours Gérard Lane qui écrivit réalisé par Buzz Kulik qui fut un homme de télé. Ce chasseur est un policier habilement construit, un adieu digne de Steve McQueen parfaitement conforme à son image de marque. Et donc comme j'ai pas tellement trouvé de critiques, j'ai fouiné un peu sur internet. Et je me suis arrêté sur le site qui s'appelle Vodcaster. Et j'ai relevé 3-4 critiques. Bien sûr, ils sont sous des pseudos. Donc, la personne qui se nomme Musashi 1970 écrit un McQueen qui se regarde parce que c'est l'un de ses derniers rôles. Mais ce polar peine à intéresser. La personne qui a le pseudo Bohi68 écrit « Steve McQueen, déjà malade pendant le tournage, tire sa révérence avec un film moyen mais agréable à regarder, seulement pour Steve. » Et donc le dernier qui se nomme Cliffhanger écrit « Le dernier film de Steve McQueen, pas le meilleur, un honnête polar sans plus, qui fleure bon le téléfilm mais qui se termine par un sourire. » Voilà, maintenant je vais passer à la partie des anecdotes. Donc le film est sorti sur les écrans américains à la fin du mois d'octobre 1980, c'est-à-dire quelques jours seulement avant la disparition de Steve McQueen dans la nuit du 6 au 7 novembre. Ce film obtient un grand succès populaire aux États-Unis, mais sera beaucoup moins bien perçu en Europe, entre autres en France où il est présenté en janvier 80. Une autre anecdote, malgré sa santé chancelante et de vives douleurs dans la poitrine, Steve a tenu à réaliser lui-même la plupart des cascades du film. Il faut savoir aussi que c'était au cours de la réalisation de ce film que Steve McQueen a épousé à la date du 16 janvier 1980 sa troisième épouse, dénommée Barbara Minty. Une autre anecdote encore, donc c'est donc le dernier film de Steve McQueen, on l'a déjà dit, parce qu'il va décéder dans la nuit du 6 au 7 novembre 80 en Mexique, après avoir tenté l'opération de la dernière chance contre son cancer du poumon, mais son cœur lâchera malgré le succès de l'opération. Il faut savoir aussi que le film est inspiré du livre autobiographique écrit par Ralph Thorson, qui apparaît même dans le film en tant que figurant. Il a un petit rôle de barman face à Steve McQueen lui-même. Il faut savoir aussi que dans l'ensemble du film, Steve McQueen arbore un blouson kaki. En fait, il s'agit d'un blouson d'aviateur, le célèbre modèle de l'US Air Force Bomber Fight Jacket MH1, conçu par Alpha Industries, le fabricant de vêtements militaires. Il faut savoir aussi une autre anecdote, la scène de cascade sur le métro, elle a été inspirée d'une scène similaire tournée 5 ans auparavant dans le film Peur sur la ville d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo. Il faut savoir aussi que, je l'ai dit au début, qu'il y a deux compositions pour le film. Donc il faut savoir que Michel Legrand, lui, a composé la musique du film au départ, mais les producteurs du film ont refusé sa composition, la jugeant inappropriée pour un film d'action. Et après négociation et tractation, Michel Legrand a vu sa composition servir pour la sortie du film seulement aux États-Unis. Et c'est pour ça que nous, en Europe, nous avons la composition signée par Charles Bernstein. Voilà, donc je vais terminer la chronique, comme à mon habitude, avec les doublages. Donc, Jacques Thébault, fidèle à Steve McQueen, le double dans le rôle de Ralph Papa Thorson. Jacques Dinam double Eli Wallach, qui interprète Richie Blumenthal. Jacques Richard double Richard Venture, qui est le capitaine de police Pete Spota. Marc de Géorgie double Tracey Walter, qui interprète Rocco Mason. George Atlas double Ben Johnson, qui lui joue le rôle du shérif Strong.
Medondo double Teddy Wilson qui interprète Winston Blue. Et il y a aussi William Sabatier qui double Al Ruzio qui interprète Monsieur Bernardo. Il y en a d'autres bien sûr, mais je vais arrêter là. Et pour conclure cette chronique, je voulais rajouter quelques mots concernant Steve McQueen. Donc on sait tous que c'est son dernier film. C'est un film très difficile à voir sans penser à ses souffrances. C'est assez compliqué pour moi comme pour les fans, j'en suis certain. En plus, il n'y a pas d'endroit pour se recueillir, puisque en fait Steve McQueen avait décidé, et en fait il faut bien sûr le respecter, il a voulu être incinéré, et son incinération, il faut savoir qu'elle s'est déroulée le 7 novembre 1980. Donc il y a eu une formation de 7 avions qui ont pris un envol au-dessus du propre avion personnel de Steve McQueen. Et il faut savoir que l'un d'eux transportait les cendres de Steve et ils ont été déversés au-dessus de l'océan Pacifique. Donc je voulais conclure cette chronique en déclarant que ces moments, sa fin, sont difficiles à se remémorer. Mais je tenais à préciser que Steve McQueen est toujours vivant dans nos cœurs. De plus, je tiens personnellement à faire perdurer sa mémoire à travers toutes les publications. Le groupe Facebook, vous avez la sympathie d'alimenter avec vos publications quotidiennes. Et aussi le site internet que j'ai créé et que je m'efforce de tenir et d'actualiser chaque fois que je le peux. Donc un grand merci à vous tous pour votre implication, votre écoute, vos commentaires, vos témoignages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique parce que vous avez dû constater que j'ai dû sauter quelques-uns de ces films et je vais tenter d'y revenir pour les traiter dans ces chroniques qui me sont chères et que je traite depuis quelque temps. Donc je vous dis à très bientôt et merci donc à bientôt pour la chronique numéro 25.